Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Adeline Acou, je suis responsable de projet prévention chez Harmonie Mutuelle. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui qu'Harmonie vous accueille à cette conférence d'1 heure sur le thème « Moi, la course pour être mieux dans sa tête ». Et comme le dit le docteur Coulon, et ce sera notre devise de ce jour, plus on prend du temps pour soi, moins on en perd. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de prévention de la santé des femmes, proposé par Harmonie Mutuelle et qui a été lancé le 13 dernier, avec une table ronde sur les inégalités de genre en santé. Donc, vous pouvez regarder en replay sur la plateforme. Ce programme est exclusivement réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle, femmes ou hommes. Nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Il a pour objectif de vous donner des thématiques sur son corps, son rythme biologique, optimiser son sommeil, également des thématiques sur les pathologies féminines, l'endométriose ou les maladies cardiovasculaires qu'il y a eu la semaine dernière. Pour cette édition 2024, 11 webinaires ont été programmés. Nous avons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Et si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran et nous y répondrons. Déborah Yamine, consultante en communication et organisation, à qui nous allons laisser la parole dans quelques instants, sera notre intervenante. Et Eric, notre partenaire de la Yogi, animera ce webinaire. C'est à vous. Merci Adeline. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Déborah. Bonjour Eric, bonjour à tous. On est ravis donc de vous accueillir pour cet atelier que vous aurez compris va essayer de vous apporter des solutions concrètes pour mieux gérer son temps, mieux s'organiser, diminuer la charge mentale, auquel on est tous plus ou moins soumis aujourd'hui, et gagner en sérénité. On va traiter ce sujet sous 3 aspects. La première partie, ce sera vraiment rappeler finalement les grands principes. Exactement. Et puis ensuite, on regardera les astuces concrètes. On rentrera un peu plus dans le concret, dans la réalité des choses. Et enfin, en 3e partie, on regardera comment prendre du temps pour soi, parce que ça participe également à apaiser cette fameuse charge mentale. Tout à fait. C'est aussi l'objectif. Alors, on veut tout de suite commencer par une image qui va s'afficher à l'écran. Déborah, tu voulais nous challenger un peu, entre guillemets. Je voulais commencer cet atelier en vous posant cette question. Que vous évoque cette image, cette horloge que vous voyez à l'écran? Et donc, Eric, je te la pose. N'hésitez pas à écrire vraiment ce que ça vous évoque dans le chat. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, Eric, cette image? Alors, ça m'évoque 2 sentiments un petit peu contradictoires. Le premier, c'est que quand je regarde une horloge, généralement, je suis un peu stressé. Pour moi, c'est synonyme de stress, de course. Course après le temps. Et en même temps, je trouve que cette image là que tu as choisie, cette horloge pleine de couleurs, a quelque chose d'assez apaisant, de printanier presque. Voilà, donc voilà, il y a un peu ces 2 sentiments-là. C'est assez représentatif finalement de ce que souvent on a. L'horloge, c'est vrai que c'est le temps qui passe, les aiguilles qui tournent. Donc ça évoque évidemment le temps qui passe avec l'émotion que ça génère. Et c'est vrai que le temps est toujours à appréhender avec le côté émotionnel. On a parlé de charge mentale, on va parler de sérénité. Entre les deux, il n'y a qu'un pas. Alors soit ça peut évoquer justement le stress, l'angoisse du temps qui passe et qu'on n'en a pas assez. Mais ça peut aussi évoquer la satisfaction du travail accompli, le plaisir d'être dans le temps présent, dans l'instant présent. Et on va voir que c'est aussi un enjeu quand on parle de temps et de sérénité. Très bien. Alors, on va peut-être regarder donc les grands principes peut-être à rappeler, parce qu'il y a 2-3 grands principes auxquels on voudrait peut-être tordre le cou d'ailleurs. C'est vrai, c'est une belle expression. On va commencer en effet par vous donner les 3 principes. Et puis, rappelons quand même qu'aujourd'hui, c'est important, le contexte d'aujourd'hui, on vit dans une société qui est dominée par la temporalité de l'instantanéité. On veut tout de suite, il faut répondre tout de suite. Et évidemment, la tendance actuelle, c'est l'accélération permanente. On est toujours dans cette course contre la montre dont tu parlais. Donc, avoir une maîtrise du temps, pour soi, c'est devenu un enjeu crucial justement pour pas se laisser envahir par ce stress qui nous pourrit un peu la vie, disons-le, et puis pour pouvoir trouver sa propre organisation optimale. Et ça passe par la démystification, en effet, de 2 mythes avec lesquels on a été un petit peu bercés. Oui, alors le premier, vous le connaissez toutes et tous, c'est le mythe du multitâche ou multitasking en anglais. Exactement. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez, et toi, Eric, est-ce que tu penses qu'on peut faire
deux choses en même temps? Oui, moi j'ai le sentiment qu'on peut faire deux choses en même temps. Euh, alors, en même temps, quand je te dis ça, tu vois, mon cerveau me dit oui, mais. Donc, il y a peut-être une anguille sous Quelque roche. chose. Il y a quelque chose qui, voilà, qui calcule pas très bien, parce que c'est vrai qu'on peut arriver à faire deux choses en même temps, mais peut-être qu'on les fait pas très bien, peut-être, Et c'est ça. peut-être. En tout cas, c'est vrai que faire deux choses en même temps, finalement, c'est un peu une habitude. On nous fait croire que ça nous fait gagner du temps de faire deux choses en même temps. Et on nous ferait presque croire que c'est aussi être plus efficace. Et pourtant, non, levons déjà ce mythe. Les neurosciences nous prouvent déjà depuis quand même une dizaine d'années que non seulement c'est une mauvaise idée, et que surtout c'est faux. On n'est pas forcément plus efficace, on gagne pas nécessairement plus de temps. Et plutôt que de me croire sur parole, je vais vous inviter tous à faire un petit exercice. Eric, je vais te demander aussi de te prêter au jeu. Et pour ça, je vais vous demander juste de vous munir peut-être d'un stylo, un crayon de papier, une feuille, et puis votre téléphone ou une montre, l'objectif étant de pouvoir se chronométrer. T'as tout, Eric? Alors moi, j'ai mon stylo, j'ai une feuille. Super. On vous invite à en faire autant de votre côté. Alors, cet exercice va se faire en deux temps. Le premier temps, je vais vous inviter à écrire « Je suis fan du multitâche » sur une ligne, donc 21 lettres. Et puis, après avoir écrit cette première ligne, en dessous, d'écrire la ligne des chiffres 1, 2, 3, 4 jusqu'à 21. On a une slide d'ailleurs qui vous montre un petit peu cette première partie du test. Donc, si je comprends bien, Déborah, je lance mon chronomètre au moment où je commence à écrire. C'est ça. J'écris « Je suis fan du multitâche » sur la première ligne, la ligne A. Et puis, en dessous, je continue en mettant les chiffres correspondant aux lettres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 21. Exactement. Et c'est à 21 que j'arrête mon chronomètre. C'est ça. Et vous notez du coup le temps que vous avez fait. Vraiment, c'est pas un concours, c'est important de le dire. Chacun le fait à son rythme. Eric, quand il est prêt, lancera son chrono. Pareil au bureau ou à la maison. Vous le faites à votre propre rythme. Bon, mais je crois que je suis prêt. Donc, je vais lancer mon chrono. En ce qui me concerne, pour moi, c'est parti. Concentré, Eric. Voilà, en ce qui me concerne. Est-ce que tu peux nous dévoiler le temps que tu as mis? J'ai mis 35 secondes. 35 secondes. Alors, j'ai mis les lettres en majuscules. Hein. Très bien. C'est même plus facile. C'est plus facile, ouais. C'est plus lisible. Ouais. Si vous avez envie de mettre dans le chat le temps que vous avez fait, ça peut être intéressant. Et puis, on confrontera, je pense que vous avez compris l'idée. Après le deuxième round, on verra le temps. Et puis, on pourra confronter ces deux durées. Alors, pour le deuxième temps, Eric, je vais t'inviter, et vous aussi, à réécrire « Je suis fan du multitâche » à la seule différence. Au lieu d'écrire « Je suis fan du multitâche » et en dessous les chiffres, vous allez le faire simultanément. Donc, J en dessous 1, E en dessous 2. On voit que ça apparaît. Hein. Vous avez la slide qui apparaît. Super. Ouais. Et ça, respectivement, jusqu'à la dernière lettre, au chiffre 21. Et pareil, vous pouvez noter le temps que vous avez fait une fois que vous êtes chronométré. Encore une fois, chacun va à son rythme. La notion de rythme est essentielle quand on parle de temps. Et quand vous êtes prêts, on y va. Pareil pour toi, Eric. Alors, je prépare mon chrono. Si vous avez des questions ou si tout n'est pas clair, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à l'écrire dans le chat.
J'ai terminé. Alors, est-ce que tu veux bien Ouais. nous dévoiler le temps? J'ai fait une petite minute. Donc 60 secondes. 60 secondes. Un peu plus du double. Tout à l'heure, 35 Ouais, secondes, si je tout à me l'heure trompe pas. 35, j'ai quasiment fait le double. Ok. Et en plus, je me suis planté sur une lettre. J'ai mis le mauvais Tu mauvais t'es chiffre. planté. Enfin, je me suis planté, oui, je me suis trompé, pardon. Où j'ai mis le mauvais chiffre pour la lettre correspondante. Ouais. Donc j'ai quand même mis une petite erreur. Bon, Eric, rien de grave. Heureusement. En vrai, c'est juste représentatif de ce qui se passe dans la majorité des cas. En effet, à travers cet exercice, tu es la preuve qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est difficile de se concentrer simultanément sur deux choses en même temps, déjà sans faire d'erreur. Et puis, on perd du temps. On voit bien, on passe de 35 secondes à 60 Ouais. secondes. Ça peut être intéressant d'avoir aussi vos retours. Mais ce petit test nous prouve vraiment que c'est une fausse croyance. Et on a beaucoup de fausses croyances. On verra qu'on en a même une deuxième. Mais celle-ci, essayons de lui tordre le cou, comme tu disais tout à l'heure. Faisons les choses les unes après les autres pour optimiser notre concentration, pour éviter le risque d'erreur et finalement pour gagner du temps. Eh oui. Alors, on a vu donc le multitâche. Le deuxième principe auquel on voulait s'attarder, c'était le culte de l'urgence. Et oui, le culte de l'urgence. Franchement, disons-le, Eric, tout Mm. est urgent. Quand Oui. on parle à quelqu'un, quand on travaille avec des clients, des collègues, combien de mails urgents on reçoit? Moi, je reçois des mails TTU, très, très urgents. Oui. Ah oui, c'est les petites nouvelles tendances, voilà, mais qui prouvent que ce mythe est toujours là. Mais apprenons à hiérarchiser. Et le principe du coup appliqué, c'est priorisons nos priorités. Il ne s'agit pas de dire que rien n'est urgent, mais hiérarchisons pour allouer le temps nécessaire et puis pour faire les choses dans le bon ordre. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur un célèbre président américain, Monsieur Eisenhower, qui nous a dit la chose suivante en 1954. Donc, ça date déjà et vous allez voir, je vous présenterai l'outil qui est un outil clé de la gestion du temps. Il a dit cette chose-là. J'ai deux types de problèmes. Des problèmes urgents et des problèmes importants. Les problèmes urgents ne sont pas importants et les problèmes importants ne sont pas nécessairement urgents. Donc, à travers cette phrase assez simple, mais très emblématique, on voit bien qu'on peut différencier deux tâches. Une tâche urgente. Alors, c'est quoi une tâche urgente? C'est une tâche qu'on doit faire immédiatement. Elle doit être impérativement exécutée, j'ai envie de dire presque dans la minute, sans quoi le projet pourrait être mis en péril. Prenons vraiment l'image tout simplement des urgences médicales. Si on n'attend pas, malheureusement, c'est que c'est vraiment urgent que le pronostic vital est enclenché. Si on attend 5, 6, voire plus, vous en avez peut-être fait l'expérience, bien sûr qu'il est important de voir le médecin, mais ce n'est pas la priorité parmi l'ensemble des patients qui sont là. Et la tâche importante, c'est une tâche qui, évidemment, est nécessaire à réaliser pour l'atteinte de nos objectifs. Néanmoins, elle peut être planifiée, elle peut être anticipée, et puis il n'y a pas besoin de s'interrompre et de la faire immédiatement. Donc, il y a vraiment cette notion d'instantanéité. Je crois qu'il y a une slide. Alors, voilà, la slide apparaît, on voit donc cet outil dont tu parlais. Cette fameuse matrice d'Eisenhower, et vraiment le premier message, c'est déjà ça, c'est de se dire toutes les tâches ne sont pas urgentes. Donc, prenons ce recul nécessaire pour pouvoir quelque part les analyser. Et en effet, donc, on voit qu'il y a des tâches qui sont urgentes et importantes. Donc là, pas de débat, on les fait tout de suite. Donc, ce qui est en haut à gauche, en l'occurrence. Exactement. En haut à droite, on a des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. Comme je vous le disais, ça permet de réaliser, d'atteindre nos objectifs, mais on va les planifier, d'où les process de feuilles de route, de roadmap, etc. Vous avez également les tâches qui sont finalement urgentes, mais pas importantes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont urgentes. Il faut les faire tout de suite, mais ce n'est pas nécessairement vous qui allez les faire parce qu'elles ne sont pas importantes dans la réalisation de vos objectifs. Concrètement, ça peut être, il faut rappeler un prestataire rapidement, mais ça peut être un collègue, quelqu'un d'autre de votre équipe qui le fait. Et la dernière case, qu'on passe souvent un petit peu à la trappe, qui est les choses qu'on peut supprimer. Ce qui soulève un point, c'est que dans notre organisation du temps, il est important de pouvoir prendre de la hauteur et challenger nos habitudes. Ce qu'on met en place, un reporting, un process peut être pertinent pendant un temps pour un client, pour un projet, et puis ne plus l'être. Mais si on ne prend pas, entre guillemets, ce regard, cette prise de hauteur, on ne les supprime pas et ça se juxtapose, ce qui fait que là, en effet, la journée devient interminable. Ah oui, puis on prend les habitudes de mettre en place, comme tu dis, ces process, alors que certains sont
sont obsolètes Exactement. parce que la situation a changé. Tout à fait. On a une image qu'on a voulu mettre juste à côté, les cailloux. Alors, c'est juste pour vous montrer cette idée que les gros cailloux sont les priorités. Donc, priorité aux priorités. Hein, donc, d'abord mettre les gros cailloux et ensuite mettre les plus petits cailloux, voire des grains de sable qui viendront colmater autour des gros cailloux, mais qui viendront dans un deuxième temps. Donc, d'abord, vraiment la priorité aux priorités. Aux choses importantes. Et c'est pareil dans la vie personnelle. Je pense que c'est important aussi de le rappeler que ce qu'on est en train de voir avec vous, c'est à envisager aussi bien dans le domaine de la vie professionnelle que la vie personnelle. C'est une méthode qui est un peu universelle. Ce qu'on peut aussi rappeler, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est qu'il est important de savoir être rigoureux, d'être rigoureux dans ses process, d'être rigoureux dans cette analyse, dans les horaires qu'on a envie de s'imposer, et puis quelque part d'être aligné. La question d'alignement, elle est importante, de se dire je suis aligné, de rester plus tard au travail parce que ça le nécessite, et puis parce que j'ai envie de m'engager dans ce projet, ou là je suis alignée avec le fait de partir plus tôt parce que j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, mes proches ont besoin de moi. Et cette idée d'alignement, d'organisation et de rigueur, évidemment, elle est là pour se dire je suis là, je me sens à ma place au bon moment. Alors, tu as parlé du mot rigueur, tu as mentionné le mot rigueur. Oui. Alors, rigueur, c'est un mot qui fait en même temps qui est positif, en même temps un peu négatif, une connotation peut-être un peu négative, mais on sent bien que la notion de discipline est un facteur clé, je dirais. Hein. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment, je vais m'imposer la même rigueur que celle que je peux m'imposer aux autres. Et puis, je vais essayer d'installer une réelle discipline, d'être disciplinée dans mon organisation. Ça passe par quoi? Ça passe par la mise en place d'habitudes, de rituels dans une journée de travail. On a d'ailleurs une slide qui apparaît à l'écran qui montre cette notion de discipline. Ouais, voilà. Et c'est une citation d'un célèbre économiste et surtout un célèbre entrepreneur qui a coaché énormément d'entrepreneurs également. Et il a dit la chose suivante: la discipline est le pont entre nos objectifs et nos accomplissements. On a vraiment besoin, en effet, de s'imposer, parfois de se faire violence parce que c'est pas évident, hein, mais de s'imposer cette discipline-là. Je crois qu'on a une question d'Anne, alors peut-être. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Déborah, bonjour Eric. On a deux questions. C'est toujours un petit peu personnel dès qu'il s'agit de trouver des réponses à ça. Il y a Tiffen qui nous demande est-ce que l'urgence et l'importance d'une tâche ne dépend pas de chacun d'entre nous. Et on a une question de Lee qui dit comment gérer les priorités très concrètement. D'accord. Alors sur peut-être la première question, évidemment, il y a cette notion de perception. On a tous notre propre perception, mais au-delà de la perception, on va être vraiment dans l'analyse. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus dangereux de commencer par telle chose ou telle chose? Qu'est-ce qui peut vraiment ne pas attendre, même si on sait que dans la vraie vie, on a parfois des clients qui ont des demandes au même degré. Mais vraiment de se dire peut-être qu'est-ce qui est le plus dangereux d'attendre. Et la deuxième question, est-ce que tu peux juste me la reformuler? La deuxième question, c'était comment gérer les priorités très concrètement? Alors, on va y venir. C'est ça, je pense qu'on va y venir, mais on a aussi une autre question d'Aurélie qui rejoint ce qu'on vient d'évoquer. Comment faire quand on a l'impression que tout est urgent et prioritaire? Alors, comment faire? Je pense que c'est un vrai processus qui est long. C'est-à-dire que là, on a plutôt le réflexe de prendre un peu les choses vraiment comme si on nous envoyait des balles de tennis et on répond par réflexe sans prendre le recul d'analyse. La vraie réponse, c'est de se dire, je vais analyser la situation pour me dire, ok, est-ce qu'il vaut mieux que je commence par ça ou que je commence par ça? Dans la vraie vie, finalement, on ne prend pas le temps d'analyser, on traite plutôt tout de suite les choses. Or, le mail urgent qu'on aurait reçu finalement la veille, mais qu'on découvre à la fin, finalement est peut-être plus prioritaire. Donc, je dirais que l'élément de réponse, c'est cette prise de hauteur, cette analyse qui nécessite, et évidemment, c'est pas simple, mais un self-control, une maîtrise de soi. Oui. Et tout ça nous amène aussi quelque part à la deuxième partie, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, dans des éléments concrets, des astuces pour justement vous donner des réponses concrètes aux questions que vous venez de nous poser. Peut-être juste aussi, parce que c'est déjà un élément de réponse, quand on parlait d'habitude, le fait de pouvoir d'installer vraiment des habitudes dans votre journée de travail, de vous imposer cette discipline, c'est quelque part vous donner des repères dans votre journée qui vont vous sécuriser, qui vont vous libérer en temps, charge mentale et qui vont justement vous permettre d'allouer plus de temps
plus d'énergie sur ces questions. Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est urgent ou autre? Donc, rappelons des repères, des éléments de sécurité et des gains de temps précieux. Oui, et puis j'ai envie de rajouter, Déborah, que comme dit le proverbe, Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, c'est aussi des habitudes à mettre en place et que tout ça prend un petit peu de temps. Oui, 21 jours très exactement, Eric. Une habitude, pour qu'elle devienne une habitude, il faut en effet 21 jours et entre 17 et 20 répétitions. Donc, il y a vraiment, au début, ça peut être douloureux. Et puis après, on prend le réflexe pour que ça devienne un automatisme. Mais c'est vrai, moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'avais une petite tendance à faire des choses qui n'étaient pas importantes, à m'attacher aux détails avant de m'attaquer aux priorités. Et donc, c'est en faisant ce travail que j'ai petit à petit réalisé qu'il fallait inverser ce processus. Et cette idée de diagnostic, c'est vrai, et d'analyse en amont. Alors, passons aux astuces concrètes, parce qu'on est là pour ça quand même. Exactement. Alors, quelles sont-elles, ces astuces? Alors, une première astuce, c'est pour toute tâche, fixez-vous un délai et une deadline. C'est vraiment les 2D. Un délai, ce que je me dis, j'alloue justement vraiment approximativement le temps. Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est 2 heures? Mais je pars pas à l'aveugle. Et puis, je me mets une deadline. Est-ce que c'est demain midi? Est-ce que c'est demain 18 heures? Mais plus je reste dans l'approximatif, dans le flou, ou quand c'est pas concret, bah c'est là où on perd du temps. Donc, c'est aussi quelque part faire référence à l'objectif SMART que vous connaissez certainement. Voilà, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et le fameux T dans un temps défini. Sans ce fameux temps défini, d'ailleurs, dans n'importe quel projet, on dit souvent, je ne peux pas commencer tant que je ne sais pas quelle est la deadline pour le livrer à vos clients. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, qui n'est pas des moindres, c'est évitons les interruptions au maximum. Les interruptions qui sont ces mangeurs de temps qui viennent grignoter à la fois notre charge mentale, détériorer notre concentration et qui nous font perdre du temps. Disons-le vraiment, Eric, s'interrompre, faire la bascule entre plusieurs tâches, ça coupe notre concentration et ça nous fait perdre un certain temps. En fait, c'est comme si vous payez une commission en temps et en énergie, comme quand vous payez très clairement une commission quand on est à découvert sur notre compte. C'est exactement la même démarche. Et je voulais vous partager un chiffre qui devrait apparaître à l'écran, qui est celui de 64 secondes. 64 secondes, c'est le temps qu'on perd quand on s'interrompt à chaque fois qu'on va voir un mail. Alors c'est vrai, vous pourriez me dire, mais 64 secondes, finalement, c'est pas grand-chose. Mais quand on sait le nombre de mails que l'on reçoit dans la journée, évidemment multiplié par 10, par 20, par 30, ça devient toujours conséquent. Et puis, il y a ce temps-là et puis le temps qu'il nous faut pour re-rentrer dans la tâche, pour avoir cette concentration qu'on avait, qui est optimale et justement qui nous permet d'être efficace. Alors, ça nous amène à un livre fondamental. Oui, David. Voilà, de David Allen. Parce qu'il y a eu beaucoup de livres, hein. Il y a une littérature assez riche dans le domaine de la gestion du temps, l'optimisation, l'organisation. Mais il y a quand même un livre qui fait référence, qui fait référence, qui est le bouquin de David Allen. Qui est le bouquin de David Allen. Alors, David Allen, c'est un consultant américain qui est vraiment spécialiste dans la productivité, dans la performance, qui a coaché lui aussi énormément d'entrepreneurs et qui a écrit en 2001 le livre suivant, Getting Things Done. Ah oui, alors vous pouvez peut-être le voir apparaître à l'écran. Super. S'organiser pour réussir. Traduction un peu plus tardive en 2008. On peut rappeler que ce livre, il a quand même été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Donc, c'est une référence. Et David Allen est suivi sur les réseaux sociaux avec près d'1 million de followers. Donc, ça prouve à quel point, malgré les décennies qui passent, ça reste vraiment une référence. Alors, il nous dit plusieurs choses. Je vais vous partager les quelques astuces, moi, que j'ai retenues et puis revenir sur une aussi que je voulais vous donner rapidement, dont il parle quand il revient sur les urgences, c'est le fait de pouvoir prévoir dans sa journée un petit temps pour les imprévus. Au lieu que ça vienne se rajouter quand on a une journée déjà bien remplie, du 9h18, 9h19h, on sait que l'imprévu, il est banal, il fait partie de notre quotidien. Donc, je vais intégrer un temps, une plage horaire pour éviter que ça se juxtapose. Une autre astuce aussi très concrète que David Allen nous donne, c'est planifions nos journées avec la règle des 3. La règle des 3 fait référence à ce qu'on appelle la focus list. La focus list, c'est si j'avais 3 choses à faire dans ma journée, lesquelles seraient-elles? D'ailleurs, Eric, j'ai envie de te poser la question. Si tu devais faire que 3 choses aujourd'hui dans ta journée,
Lesquelles seraient-elles? Tu me poses une colle. Écoute, en tant qu'entrepreneur, je dirais peut-être appeler un prospect, appeler un nouveau prospect chaque jour. Voilà. Deux, m'assurer que les propositions qu'on doit envoyer aux clients sont bien envoyées, au moins que, voilà, par rapport à ce qui doit être fait, au moins une proposition par rapport à la deadline avant la fin de la journée. Et puis peut-être la troisième, ce serait quelque chose de plus personnel, m'assurer qu'il y a quelque chose à manger dans le frigidaire, que je ne retrouve pas le bec dans l'eau au moment du déjeuner. Très important, on va y venir à cette pause déjeuner. Voilà. Et ça soulève quelque chose d'assez crucial, ce que tu dis. Simplement, ça soulève aussi l'anticipation. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont noter les 3 choses le soir avant de partir du travail pour se dire ok, déjà c'est posé sur le papier, il y a quand même une vertu thérapeutique de l'écrit. Et puis, quand j'arrive le lendemain matin, je sais exactement quelles sont les 3 grandes tâches. Alors, j'ai envie de te poser une question, Déborah, c'est pourquoi se limiter à 3 choses? Et oui, je pense que vous aussi, vous dites, mais 3, finalement, c'est quand même très peu par rapport à la quantité de travail qu'on peut avoir. Alors, c'est vrai que le chiffre 3, on le retrouve dans nos vies un peu partout, ce fameux top 3. Mais c'est vrai que la littérature business, et David Allen insiste beaucoup sur ce point, retient le nombre 3 parce que c'est le plus réaliste. Dès qu'on est au-delà de 3 à 5, allez, on peut aller s'autoriser à 5, mais dès qu'on est au-delà, on sait que ça va pas être réaliste et que finalement, ça va engendrer beaucoup de stress. Après, bien sûr, c'est les 3 choses importantes dans lesquelles il peut y avoir des sous-tâches, mais d'avoir une visibilité. Et là, on est déjà en train d'hiérarchiser. Très bien. Oui, parce que 3 choses importantes par jour, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal parce qu'en général, il y a quand même des sous-petites choses dans ces 3 gros cailloux. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment finalement pour mettre en place et réaliser ces priorités? Oui, il y a un bon moment. On a parlé de rythme et moi, j'ai envie de vous parler presque de biorhythme. Notre corps nous aide, nous guide. C'est vraiment un indicateur sur lequel vous pouvez vous appuyer. Les 2 moments où notre concentration, notre énergie et in fine notre efficacité sont optimales, c'est le matin de 9h à midi et puis l'après-midi, la deuxième partie de l'après-midi de 15h à 18h après cette période de digestion. Donc vraiment, essayons au maximum de réaliser ces tâches et de réaliser aussi des missions qui nous demandent beaucoup de concentration pendant ces moments-là. Ou optimal en tout cas pour la concentration. Tout à fait. Alors il y a un deuxième concept que David Allen aime mettre en avant. Oui, et il a écrit de nombreuses pages, il a dédié de nombreuses pages dans son livre, c'est oser dire non. Et j'insiste sur le oser parce qu'on sait à quel point c'est pas chose facile. Mais comme je vous le disais, si on prend les choses tout le temps par réflexe, par automatisme, on est très vite asphyxié et il est important pour atteindre ses propres objectifs, pour aussi se respecter soi-même, respecter son équilibre vie pro, vie perso, et puis éviter parfois la frustration et plus tard peut-être le burn-out, de pouvoir s'autoriser à dire non. Mais dire non, c'est pas toujours facile, hein, Déborah, parce que on n'a pas envie de déplaire, on a envie d'être accepté au travail. Si c'est quelqu'un avec qui on travaille ou son supérieur qui nous demande quelque chose, de dire non, c'est toujours un peu délicat. Ça peut amener une forme de confrontation. Donc tout cela est quand même un petit peu difficile à gérer. Est-ce qu'il y a une manière de le dire, ce non? Tout à fait. C'est vrai que ça peut vous paraître facile, là. Vous allez vous dire, nous dit, osez dire non. Mais en fait, c'est certainement le point le plus complexe parce que ça met, parfois, ça peut mettre à mal, en tout cas, la relation. Et ce qu'on veut, c'est préserver les relations, la collaboration au travail. Et on sait qu'une bonne communication fait gagner énormément de temps. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas une seule façon de dire non, mais qu'il en existe 5. Donc, on va vous les présenter avec Eric. On va même les mettre en scène. Et puis après, à vous de voir avec laquelle vous êtes peut-être le plus à l'aise, selon évidemment également les contextes. On y va? Allez, on y va. Alors, la première alternative est le non sans justification. Déborah, est-ce que tu peux rester pour assister à la réunion de 18h ce soir? Écoute, Eric, je suis désolée, mais ce soir, je dois vraiment partir plus tôt à 17h. Ah bon? On ne sait plus trop quoi dire. Oui, ça m'a coupé la chic, comme on dit. Bon, c'est vrai que celui-ci, et c'est pour ça qu'il y en a 4 autres, c'est pas forcément le plus facile, surtout si on n'a pas un profil très assertif. On va voir que les 4 autres sont plus souples. Alors, la deuxième, c'est le oui conditionnel.
Déborah, est-ce que tu peux me remplacer pour la réunion client ce matin? Oui, il n'y a pas de souci, Eric, je te remplace. Mais du coup, ce soir, je vais devoir partir un peu plus tôt. Tu pourrais assurer la réunion avec l'équipe? Oui, oui, bien sûr. Ah bah super. Avec plaisir. Donc, on sent tout de suite que ouais, c'est du donnant-donnant quelque part. Exactement. C'est du win-win. On fera un petit débrief après les 5. La troisième alternative, la réponse reportée. Déborah, il y a un nouveau projet qui vient de rentrer. Je pense que tu es la bonne personne pour pouvoir le gérer. Écoute, je vais y réfléchir si tu veux bien. On peut s'en reparler mardi en début de semaine? Oui, très bien. Mardi, entendu. Super. Je m'arrête juste quelques secondes sur celle-ci parce qu'on a tendance quand même à penser qu'on attend de nous une réponse immédiate, justement parce qu'on vit dans le culte de l'immédiateté. Mais autorisons-nous à prendre ce temps d'analyse, ce recul pour réfléchir. Parce qu'après vient parfois le regret ou même le stress, mais j'aurais jamais dû dire oui parce que je n'aurais pas le temps, justement. Le quatrième, le non reconnaissant. Déborah, on a un nouveau projet qui vient de rentrer et vu tes compétences, tu es vraiment la personne idéale pour le gérer. Bah écoute, merci beaucoup Eric. Déjà, ça me fait plaisir que tu aies pu penser à moi. En revanche, en ce moment, avec ma charge de travail, je pense que je ne vais pas pouvoir le prendre. Ah, d'accord. Bah écoute, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait peut-être le faire à ta place? Alors, spontanément, là, tout de suite, non. Mais ce qu'on peut faire, c'est se prendre après la réunion 15 minutes pour essayer d'identifier ensemble la bonne personne. Ouais, ça marche. Quitte à l'accompagner. Très bien. Et puis enfin, la proposition alternative. Alors, Déborah, est-ce que tu peux gérer à ma place la présentation le lundi matin avec le client Tartampion? Bah écoute Eric, lundi matin, je suis aussi en presse chez un autre client. En revanche, ce que je te propose, c'est que j'avais fait une presse pour le client que j'avais accompagné l'année dernière. Je peux te l'envoyer ou on peut même se prendre une demi-heure de débrief pour t'aider à la préparer. Bien volontiers, je te remercie. Super. Bah alors, vous voyez qu'il y a ces 5 alternatives, avec la première peut-être un petit peu plus difficile, mais l'autre, on voit bien que ça appelle beaucoup plus à l'échange et qu'au final, on arrive à trouver d'autres solutions. On n'est pas obligé de tout prendre, de tout accepter, parce que non seulement ça va nous mettre dans une situation inconfortable, personnellement, mais aussi professionnellement. On peut aussi mettre un projet en danger parce qu'on n'a pas osé dire non. Exactement. Je me sens tout de suite déjà mieux là. On va pouvoir dire non. Alors, il y a un autre principe que David Allen aime mettre en avant et qui a trait à l'urgence, parce que c'est vrai qu'on essaie de justement prendre un peu de temps, un peu de recul par rapport à l'urgence, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui peuvent se faire rapidement. Oui, tout à fait. Il y a un principe qu'il nous donne. On a parlé d'éviter les interruptions, mais ce qu'il nous dit, c'est que si ça prend 2-3 minutes, on le fait tout de suite. Tout simplement parce que ça nous libère en charge mentale. Vraiment, le fait de se dire, je l'ai fait, je passe à autre chose. Donc, 2-3 minutes, on le fait et après, on continue Moi, personnellement, j'applique ce principe, mais jusqu'à 5 minutes. Tout ce qui peut être fait en dessous de 5 minutes, je le fais tout de suite. Mais c'est important ce que tu dis parce que rien n'est figé dans le marbre. Évidemment, on est là pour vous partager des astuces, notamment que David Allen ou d'autres nous ont données. Mais il est important que vous puissiez vous les approprier. Après, c'est vrai, peut-être qu'au-delà de 5 minutes, ça peut vite aller jusqu'à 10, un quart d'heure. Et là, on n'est plus sur quelque chose concrètement. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, je vais réserver une table à un restaurant pour un déjeuner client. Je vais accuser bonne réception d'un mail. Je vais envoyer une invitation pour une réunion. Voilà, on sait que c'est fait et on n'oublie pas. Le risque d'oublier de le faire est mis de côté. Je crois qu'il y a une question d'Anne qui vient de… Alors oui, il y a plusieurs questions qui tournent autour des métiers. Il y a certains métiers, notamment Myriam qui nous parle de son métier comme auxiliaire de vie, qui l'oblige à s'occuper de plusieurs choses à la fois. Et il y a d'autres questions également qui rejoignent cette problématique de ne pas pouvoir s'octroyer des moments de répit dans la journée. Comment on fait? De ne pas pouvoir sur toute la journée, vraiment, même 1 minute, parce qu'on va le voir qu'une pause, c'est pas nécessairement long, ça peut être 30 secondes. C'est vraiment
pas du tout possible pour elles de… En fait, je pense, si je peux me permettre en complément, c'est d'arriver peut-être à identifier des moments, des micro-moments. Oui. Il y a des temps d'attente dans une journée et on ne pense pas toujours à les investir différemment, ces temps d'attente. Je pense, par exemple, moi, je prends le métro. J'attends souvent le métro sur le quai de la gare, le quai du métro. Et j'ai appris à utiliser ce temps-là pour… non pas regarder toujours mon smartphone, mais faire autre chose. Tu as raison, on a tous des mangeurs de temps universels quand on fait ses courses, par exemple, aussi. Donc là, on peut évidemment, à travers des exercices de respiration, d'ailleurs, que tu vas nous proposer, se faire une pause. Mais c'est peut-être aussi de casser aussi cette croyance qu'une pause est nécessairement longue. Une pause, ça peut durer 30 secondes avec 3 respirations et on est déjà en train de retrouver une sérénité. Et puis, pour répondre à la première question d'Anne, je dirais que sur cette idée de tout faire en même temps, on peut faire des choses, on l'a vu au début, le cerveau peut faire plusieurs choses en même temps, mais il va les faire moins bien. Il y a un risque d'erreur, on l'a vu avec le multitâche. Donc, et on prend plus de temps. On prend plus de temps, donc faut l'avoir à l'idée, il faut l'avoir à l'esprit et se dire peut-être que je gagnerais à faire d'abord ça, puis ça, plutôt que les deux en même temps. Après, ça sous-entend, c'est vrai, et c'est plus difficile de se défaire de nos habitudes plutôt qu'en prendre une nouvelle. Donc, en effet, c'est d'essayer de le tester. Et puis, il y a des contextes où ça marche, il y a peut-être des contextes où ça marchera moins, mais de pouvoir l'expérimenter pour se défaire aussi des quelques croyances dont on peut hériter. J'espère que ça répond à vos questions. On va donc continuer toujours avec David Allen puisqu'on vient de voir alors tout ce qu'on peut faire en 2, 3, voire 5 minutes, on le fait tout de suite pour s'en débarrasser. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste, on le note. On note. Et c'est vrai que David Allen est un fan de to-do list. Je pense, moi aussi personnellement, je ne sais pas toi quel est ton usage des to-do, vous aussi. Ouais, on est un peu obligé mais tous aujourd'hui. Le fait d'écrire les choses, de poser les choses, ça le sort de notre tête. Donc, ça nous libère en charge mentale. Et disons-le quand même, c'est dire dans la gestion du temps, il y a un impact émotionnel. Ce qui nous fait perdre parfois un temps fou et une énergie folle, c'est cette radio mentale qui ne s'arrête jamais, même quand on rentre à la maison. Puis la deuxième vertu, c'est qu'on oublie tout simplement, on n'oublie pas. Le fait de le noter, a priori, ça maximise les chances de réalisation et ça minimise les chances d'oubli. Eh oui. Et oui, parce que alors d'où les post-it un peu partout. Alors justement, est-ce qu'il y a des outils, des meilleures techniques que d'autres pour gérer sa to-do list? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs outils. Et d'ailleurs, il y a plusieurs écoles et je pense que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais citer. Ça peut être les post-it qu'on colle sur son ordinateur, sur son frigo. Ça peut être le carnet traditionnel qu'on a ou au contraire sa boîte mail, des applications sur son smartphone, sur son ordinateur. En fait, peu importe les outils. Ce qui est important, c'est que vous trouviez l'outil qui vous convient, mais d'en avoir un seul. D'avoir un outil unique pour pouvoir centraliser toutes les informations au même endroit. Parce que si je dois aller voir sur mon carnet, sur mon ordi, c'est assez confus. Et il nous donne en effet une méthodologie en 3 temps qu'on peut appliquer aussi bien sur le perso, sur le pro. Je crois que vous allez voir la slide sur les 3 étapes, ça sera plus clair pour vous. La première chose, c'est que ma to-do, elle va être vraiment construite en fonction de mes grands objectifs. Ça fait référence à la fameuse matrice d'Eisenhower de tout à l'heure et aux 3 grandes choses. Ça peut être un objectif professionnel comme un objectif personnel. La deuxième chose, c'est que je vais classer également chaque entrée de ma to-do selon la nature. C'est-à-dire que je peux avoir une action, une tâche précise avec un délai, une deadline. Je peux avoir les fameuses réponses en attente. C'est-à-dire que là, je suis passif. Je suis pas acteur et en même temps, il va falloir que je le note parce que si je dois relancer, il faut bien que je l'ai en tête. Puis ça peut être également toutes les habitudes de travail, les rituels, les rendez-vous avec votre équipe ou avec vous-même que vous avez mis en place. Et le troisième point, évidemment, c'est d'intégrer cette notion de temporalité et de priorité. La question, c'est de se dire qu'est-ce qu'il est plus pertinent de faire maintenant et de faire après. De ne pas avoir un ordre qu'on subit, un ordre arbitraire, mais un ordre assumé et choisi. Et ça fait référence un peu, quelque part, au fameux Pareto. La loi de Pareto. Exactement, la loi de Pareto qui nous dit que 20% de nos actions font 80% de nos réussites.
on peut un petit peu le caler avec la notion d'organisation, d'efficacité. 20% de nos tâches vont générer 80% de nos résultats. Oui, donc c'est cette idée de prioriser à nouveau la priorité, de mettre les priorités en avant, Exactement. parce que c'est ces priorités-là qui vont générer 80% des résultats, qui vont nous rapprocher des objectifs qu'on s'est fixés. Tout à fait. Et là où on perd du temps, c'est quand même très souvent justement dans les choses très peu importantes. Très bien. Donc, il y a aussi des histoires de code couleur. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la couleur pour prioriser, pour distinguer le type de tâche. Oui, c'est très aidant. Hein. Le langage visuel est très aidant. Donc, si ça vous parle, on peut classer rouge, vert, jaune, vraiment pour prioriser, d'être toujours dans cette dynamique de hiérarchisation. Et moi, ce que je fais aussi d'un point de vue perso, c'est je mets des tâches par rapport à des lieux. Donc, quand je vais dans ce lieu, je retrouve un certain nombre de choses à y faire. Ah oui. Voilà. Oui, c'est aidant. Voilà. Je pense que chacun va trouver sa propre méthode, mais c'est intéressant les tips aussi que tu es en train de nous donner. Alors, on a vu donc ce livre incontournable de David Allen, Get Things Done, mais il y a aussi un deuxième livre qui est sorti. Alors, il y a beaucoup de livres, mais il y a un livre qui a retenu notre attention, qui est sorti il y a en 2018. En 2018, il y a quelques années, oui. et auquel tu voulais faire référence. Oui, difficile aussi de ne pas aborder cet ouvrage qui s'appelle La 25e heure. Donc, ce livre a été écrit par un collectif qui ont interviewé pas moins de 300 start-upers en leur posant la question suivante. Quel est le petit truc que tu pourrais mettre en place pour gagner du temps au quotidien et pour, au final, gagner 1 heure, d'où le titre. Et parmi les réponses qu'ils donnent, bien sûr, ils font référence déjà à des astuces David Allen, mais la petite nouveauté, c'est vraiment apprendre à automatiser, de vraiment jouir de tous les bénéfices que les nouvelles technologies peuvent nous apporter et donc d'automatiser, qui est finalement la nouvelle façon de déléguer. Je peux déléguer autre que par une personne, mais par un outil. Concrètement, programmer un mail, programmer l'envoi aussi ou générer l'envoi d'une réunion hebdomadaire toute l'année. Oui. Je crois que c'est quelque chose que tu fais souvent. Oui, moi, je fais souvent ce genre de choses. Je programme les mails pour le lendemain matin. Comme ça, je sais que le mail est dans la boîte et que le lendemain matin, je n'ai pas besoin de mourir sur mon ordinateur pour envoyer le mail. Je sais que ça va partir, par exemple. Hein. C'est un exemple parmi d'autres. Et je pense que vous avez, vous aussi, vos propres astuces. D'ailleurs, ça peut être intéressant de profiter de ce moment pour partager des bonnes pratiques. Est-ce que vous avez envie de nous partager les astuces, les choses que vous avez mis en place, que vous avez testées justement en termes de gestion du temps? Ah oui, ce serait intéressant de connaître. Nous aussi, on est toujours preneurs de bonnes pratiques. C'est certain. Bon, alors, tout ça, Déborah, nous amène à la troisième et dernière partie de cet atelier. Pour savoir finalement comment prendre du temps pour soi, parce qu'on l'aura compris, ça participe à, quand tout s'accélère, à ralentir son rythme intérieur et donc à recréer une forme d'équilibre par rapport à cette accélération dans laquelle on se trouve plus ou moins happé, on va dire. Complètement. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler de la pause. Vous entendez, la pause s'impose, mais arrêtons-nous quelques instants sur ce que c'est que la pause, parce que évidemment que c'est important et que la déconnexion, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. On est responsable de notre propre déconnexion et en ça, on est responsable de notre efficacité, de la qualité de notre concentration et puis évidemment de notre organisation. Alors la pause, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un outil très concret, un élément de réponse qui nous permet de nous retrouver dans ce qu'on appelle notre zone de réalisation. C'est l'endroit, le moment où on est le plus efficace et on se sent plutôt bien, on se sent plutôt serein. C'est très d'actualité. J'ai envie de prendre l'exemple d'un sportif de haut niveau. Dans quelques jours, les Jeux Olympiques vont commencer. Le sportif de haut niveau, dans son programme d'entraînement, évidemment, il y a le repos. Et croyez-moi qu'il est très rigoureux là-dessus. Il y a vraiment cette idée de rigueur, de discipline. Et il ne va pas prendre le risque de s'entraîner s'il est fatigué parce que sinon, il peut se blesser. Donc, nous, on est tous des sportifs de haut niveau parce que quelque part, on court tous le fameux marathon du quotidien avec toutes les responsabilités entre vie perso, vie pro, nos activités extra-professionnelles. Donc, on a besoin aussi de ce temps, comme tu dis, où le temps se décélère, on prend du temps pour soi. Et c'est en ça que la pause, quelque part, c'est un gagnant-gagnant du point de vue de votre santé mentale et physique
et du point de vue de votre efficacité. Oui, on a d'ailleurs une petite slide qui va apparaître à l'écran qui montre bien cette idée que on n'attend pas le week-end ou on n'attend pas les vacances pour récupérer, mais qu'on fait ces micro-pauses tout au long de la journée pour rester en capacité de travailler correctement et s'accorder des moments de ralentissement, de micro-ralentissement réguliers. Exactement. Voilà, tout au long Parce de la que journée. sinon, c'est un peu, il est un peu trop tard et je crois que tu as une citation que tu voulais nous partager. Oui, c'est celle du docteur Lionel Coudron qu'on a rappelé au début de la conférence. Qui a introduit la conférence. Voilà, plus vous allez prendre du temps pour vous, moins vous allez en perdre. Et j'ai même envie de dire finalement, plus vous allez en gagner. Oui. Parce que on va plus vite, on est plus serein et du coup, on est quand même plus performant. Donc, c'est cette idée, j'injecte des pauses qui ne sont pas nécessairement longues. Cette fausse croyance, pareil, on lui tord le cou. Une pause peut prendre quelques secondes. D'ailleurs, Eric, je crois que tu as un petit exercice à nous proposer pour apprendre très brièvement à nous recentrer sur nous-mêmes et à déconnecter. On va vous proposer une micro-pause qui s'appelle le stop. Alors, l'acronyme, vous le voyez à l'écran. S pour s'arrêter, T pour prendre un temps justement de respiration, O pour observer ce qui va se passer et P pour poursuivre, reprendre votre activité. Donc, c'est vraiment cet acronyme qui peut vous aider à y penser tout au long de votre journée. Donc, je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes, dans votre siège, dans votre canapé. Peut-être décroiser les jambes, ce qui est mon cas. Voilà, je remets les jambes parallèles, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous pouvez déposer vos mains sur vos cuisses. Déborah, tu vas nous accompagner. Puis, je vous invite à relâcher les épaules si elles étaient un petit peu tendues. Le visage aussi est détendu et vous pouvez en profiter pour fermer les yeux ou en tout cas les laisser à demi-clos de sorte à vraiment vous laisser partir sur ce sentiment intérieur. Et puis, je vais vous guider tout simplement en portant votre attention sur votre respiration. Donc, peut-être qu'elle est claire et identifiable au niveau de vos narines. Vous pourriez ressentir l'air à l'inspiration qui rentre par vos narines et à l'expiration qui ressort. Sentez à chaque inspire l'air qui rentre et qui est peut-être un peu plus frais. Et puis à l'expiration, l'air ressort un peu plus chaude. Laissez aller la respiration à son rythme. Observez ce souffle. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est saccadé? Qu'importe en fait. L'idée, c'est juste d'observer, sans juger en fait. Et vous le faites tout au long de l'inspiration et tout au long de l'expiration. Et puis, tranquillement, vous allez réouvrir les yeux quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous de le faire. Sortir de la posture assise, vous étirez un peu, voilà. Déborah, comment tu te sens? Eh ben, ça fait du bien, on a envie que ça dure un peu plus. Oui, alors c'était très rapide, vous voyez, on est resté 1 minute. Mais ça prouve qu'on peut le faire parce que moi, je me suis arrêtée de penser vraiment d'être juste dédié à soi-même. Ça fait beaucoup de bien, merci Eric. Ben avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc à refaire chez vous à n'importe quel moment de la journée finalement. Alors justement, il y a d'autres types de pauses qu'on peut proposer, peut-être des pauses moins formelles que celles qu'on vient de faire. Oui, la première pause, c'est tout simplement la pause des yeux. Rappelons qu'une pause, c'est remettre son corps un peu en action, éveiller ses 5 sens et qu'on passe un certain nombre d'heures de notre journée face aux écrans, un œil fixe et tout sauf un œil reposé. Et les prémices de la déconnexion, c'est déjà ça. Juste, je prends quelques secondes, hop, je regarde en dehors de mon écran. Si j'ai la chance d'avoir un joli paysage, je regarde également. Vous pouvez mettre des objets colorés qui justement vont attirer votre œil, mais pour éviter d'être toujours focus à quelques centimètres de son ordinateur. Après, ça peut être justement pour réveiller son corps, qui permet de réveiller la vivacité de son esprit,
prendre les escaliers. Tu parlais d'étirements où on n'a même pas besoin de se lever face à son bureau, de s'étirer, ça fait toujours du bien. Moi, je sais que c'est quelque chose que je pratique maintenant grâce à Hakka Yogi. Passer ses calls debout et puis aussi aller marcher, par exemple, 5 minutes, aller prendre l'air, marcher. Ça permet aussi de revoir les choses sur lesquelles on est en train de travailler avec un regard neuf. Oui, oui, on a d'ailleurs une slide là-dessus qui vous montre que on a eu pas mal d'études, de littérature scientifique qui maintenant prouvent que le fait d'avoir une activité physique modérée comme la marche, au bout de 20 minutes, stimule beaucoup plus le cerveau par une oxygénation plus forte. Et donc, on gagne aussi en efficacité derrière, en efficacité cognitive. Donc, c'est pas inintéressant. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. On dit d'ailleurs 1 minute égale 1%. Hein. Donc, chaque minute d'activité physique vous fait gagner 1% d'efficacité cognitive. C'est beaucoup. Jusqu'à 20%. Après, bon, c'est pas non plus infini comme processus. Alors, quid des autres pauses? Je pense aux pauses classiques, la pause déjeuner, la pause café, la pause cigarette, même. La pause cigarette, c'est bon, vrai. Pour les fumeurs, hein, par exemple. Voilà. C'est vrai que je crois que chez Hakka Yogi, vous partagez et vous défendez cette culture du petit pas où l'idée, c'est finalement de revisiter les pauses classiques et de prendre pleinement conscience, de profiter pleinement vraiment de ces moments pour en tirer au maximum les bénéfices. Donc, la pause café, c'est éviter de faire la pause café devant son écran, d'être un peu dans la démarche japonaise où je prends plaisir, je respire l'odeur du café, j'essaye d'apprécier le goût du café, je sors une belle trace. Et puis surtout, je me mets dans un endroit plutôt calme, plutôt agréable, pas devant mon écran. La pause déjeuner, qu'il est important de respecter quand même religieusement, et c'est pourtant celle-ci qui est le plus mise à mal parce qu'on se dit, je vais gagner du temps. Moi, j'ai travaillé en agence, combien de pauses déjeuner j'ai faites devant mon écran. Mais celle-ci, elle apporte aussi déjà beaucoup de plaisir. Elle nous permet de régénérer. Et puis, elle participe au fameux panthéon des 3 R de la détente. Oui. Le premier, c'est le répit. Le deuxième, évidemment, c'est le repas. Et le troisième, c'est le repos. Donc, même si on ne prend pas 1h30, mais 30 minutes, 40 minutes, on essaye d'être dans l'instant présent, justement, et on se crée ce petit sas de décompression pour se recentrer sur soi. Oui, il y a aussi, je pense, à la possibilité, peut-être pour certains qui nous regardent, de faire une micro-sieste. Une micro-sieste, et tu as tout à fait raison d'en parler, Eric, parce que une micro-sieste, alors en général, entre 2 et 20 minutes, la moyenne 12 minutes, très souvent les collaborateurs qui la pratiquent nous disent 12 minutes, c'est suffisant. Ça apporte 2 heures d'attention supplémentaire dans la journée. Donc là aussi, c'est très efficace. Après, c'est vrai, il faut accepter de vouloir, entre guillemets, perdre un peu de temps pour pouvoir, après, en gagner, en bénéficier les retours sur investissement, si on peut dire ça comme ça. Alors, il y a aussi une pause qui me paraît importante, c'est la pause de fin de journée qui va peut-être faire une coupure entre vie pro, vie perso. C'est la vraie déconnexion. C'est vrai que quand on parle de déconnexion, c'est plutôt de pouvoir soigner la pause du soir. Alors, la déconnexion mentale, c'est certainement la plus difficile, mais elle va passer nécessairement par une déconnexion matérielle. Donc, essayons de pouvoir éteindre notre ordinateur et notre téléphone portable professionnel, à minima d'éviter les notifications pour vraiment matériellement délimiter la frontière entre le pro et le perso, de pouvoir aussi s'octroyer une activité une fois par semaine, rien que pour soi, ni pour le travail, ni pour ses proches. Je pense aux parents qui ont après une deuxième journée à réaliser vraiment cette activité, cette bulle rien que pour soi. Et pour ça, ça passe par identifier ce qui vous fait du bien, les moments, les régénérateurs d'énergie, ce qui va booster votre motivation, votre flow. Ça peut être un cours de yoga, de sport, de la marche, de la musique, que sais-je, mais d'avoir ce moment et surtout de s'y tenir et puis de pouvoir aussi vraiment se focaliser sur vos proches, sur votre famille et pour ça, d'être pleinement là pour eux, pleinement là pour vous et donc de se déconnecter. Ça prend du temps, ça passe par des petits pas, mais quand on y arrive, on a vraiment cette sensation de sérénité et de satisfaction. Et étant maman de 2 enfants, je peux vous le confirmer qu'au début, c'est très difficile. Et puis après, on est fiers. On a cette fierté de se dire, je suis vraiment pleinement là. Et on revient plus disponible au boulot. Donc finalement, tout le monde est gagnant-gagnant. Oui, c'est vraiment important de se déconnecter pour mieux ensuite retrouver de la motivation, l'engagement par rapport à son activité professionnelle. Je vois que le temps passe, Déborah. On se rapproche de la conclusion, peut-être. Oui, déjà. Voilà.
Donc, si on voulait conclure et rappeler peut-être 3 points fondamentaux, quels seraient-ils? Alors, le premier que je voudrais vous partager, c'est vraiment que l'équilibre vie pro, vie perso, qui est connexe à la gestion du temps, à la charge mentale, évidemment, c'est pas un Graal, c'est pas un mythe inaccessible, c'est pas un idéal, bien au contraire, ça doit être une réalité concrète. Et surtout, il n'y a pas d'équilibre vie pro, vie perso universel comme on voudrait nous faire croire. Il n'y a que le vôtre. Et encore une fois, il ne va pas être figé selon votre contexte de vie, pro ou perso. Là, finalement, il est appréhendé comme un cycle. D'où l'importance toujours d'être presque spectateur de soi-même pour amender, challenger des choses que vous auriez mis en place. Le deuxième point, c'est évidemment que cet équilibre vie pro, vie perso, pour l'installer, ça va passer par la nécessité de faire des choix assumés dans sa gestion du temps, dans son organisation, de pouvoir s'autoriser à dire non aux sollicitations. Alors évidemment, pas toutes, mais on arrive à hiérarchiser là encore. Et puis, l'un des choix essentiels, c'est s'autoriser à la déconnexion. La déconnexion est essentielle dans notre performance, pas évidente à mettre en place, mais c'est un processus. Voilà, sur le long terme, on commence à mettre des petites choses en place et puis on essaye d'analyser les bénéfices. Oui, oui. On sait aujourd'hui aussi que la déconnexion est synonyme de santé. Donc, c'est aussi une question de santé oui, au sens large. Ouais, bien sûr. Au-delà de la sérénité, oui, tu as raison de le rappeler. Alors justement, Déborah, tu voulais peut-être conclure par un petit voyage intérieur, un dernier exercice. C'est ça, je voulais vous proposer d'expérimenter un petit voyage. Alors pour ça, je vais vous inviter à vous installer confortablement, peut-être à couper vos téléphones pour être vraiment dans cette déconnexion et profiter pleinement de cette petite expérience. Et puis vous installer confortablement dans votre chaise. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez également fermez les yeux et vous laissez bercer par le son de ma voix. Et je vais vous inviter à vous projeter dans quelques mois, à vous imaginer un avenir à la rentrée, au mois de septembre. On sait que c'est une période assez importante. Et d'imaginer un avenir très positif. Un avenir, un quotidien dans lequel vous auriez réussi justement à trouver cet équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Vous pouvez vous imaginer arriver au travail avec un corps droit, assumé, le regard vif, et puis avec cet air finalement plutôt souriant, le plaisir d'aller au travail et de vivre votre journée plutôt de manière active et non subie. De pouvoir imaginer cette fluidité dans les échanges et puis dans les process, dans les choses que vous réalisez. Et puis vous imaginez également sortir de cette journée avec une sensation de satisfaction, de sérénité, du travail pleinement accompli. Vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, disponible pour cette soirée, cette deuxième journée, sans aucun goût amer de la culpabilité. Et vous vous sentez léger. Et pour ancrer cette sensation de sérénité, pour ancrer cette ressource que vous pourriez activer, je vais vous inviter à prendre quelques inspirations. Alors vous allez inspirer par le nez et inspirer dans cette sensation de sérénité. Et puis expirer éventuellement les tensions de cette journée. Et on va le faire encore 2-3 fois. On inspire pleinement dans cette sensation de calme. Et on expire pour vraiment évacuer peut-être le stress de la journée. Et on va le faire une dernière fois, ou vraiment pour que vous puissiez corporellement sentir cette sensation qui se propage au sein de tous vos muscles, de tout votre corps. On inspire dans cette sensation de bien-être, d'équilibre. Et on expire toutes les potentielles contrariétés. On les évacue. Et puis quand vous êtes prêt, je vous inviterai à rouvrir les yeux et à revenir dans le moment présent. Alors, super. Ça va? Comment tu te sens? Je me sens plus serein. J'ai vraiment réussi, j'ai vraiment visualisé le stress et les contrariétés. Tu sais, là, j'ai pas eu de problème à visualiser ça. Ah bah super, c'est vraiment l'objectif de cet exercice. Bon bah on espère que vous aussi,
vous avez pu expérimenter la même chose qu'Eric. En tout cas, vous voyez qu'à travers le body scan, à travers le stop, excuse-moi, je sais que c'est un autre exercice qui est cher à Akayogi. À travers cet exercice-là, c'est des exercices très courts, mais qui permettent quand même déjà d'installer des petites pauses. Il y en a beaucoup. On vous invite à regarder ce qui est fait sur Internet ou dans la littérature dans ce domaine. Beaucoup d'exercices de pleine conscience. Est-ce que, Dan, il y a une dernière question peut-être? Il y a beaucoup de questions, mais surtout en fait des remarques sur la difficulté que rencontrent pas mal de participants à trouver ces moments, à les appliquer et à s'éloigner de la charge mentale finalement qui est plus forte que le désir peut-être de faire des pauses. C'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la difficulté et la rigueur, mais je pense que l'élément de réponse, c'est de trouver dans ces mangeurs de temps un petit sas où on peut réussir à faire des petites pauses, au moins corporelles, pour le corps est le meilleur des guides. Et c'est aussi le meilleur élément de réponse. Donc, quand on attend, quand on est dans la voiture, quand on est dans le métro, quand on passe peut-être un coup de fil, de pouvoir essayer aussi de faire quelques respirations, d'être centré, même en arrivant à la maison, avant même de commencer sa deuxième journée, de se recentrer et de faire quelques respirations. C'est assez aidant. Le matin également, pour se mettre dans une good vibe, si on peut dire ça comme ça, et de noter les moments où on a réussi à faire des pauses et les moments où ça nous fait du bien, parce que là aussi, il va falloir faire des choix, malheureusement. Oui, très clairement, oui. Donc, on vous invite à repenser votre quotidien sous ce filtre-là et peut-être identifier des moments qui seraient potentiellement accessibles, meilleurs pour pouvoir mettre en place des pauses. Repenser ces moments d'attente et n'ayez peut-être pas toujours le réflexe de consulter son smartphone. Il y a d'autres choses à faire et qui seront générateurs de bien-être, de sérénité et qui vous permettront d'avoir peut-être un meilleur contrôle sur ce temps et sur cette notion d'accélération et d'agenda finalement très rempli. Je pense à une dernière chose qui est très aidant en termes de sérénité, de charge mentale, c'est de noter toutes ses réussites, toutes les choses qu'on a réussies dans sa journée. Parce qu'on a tendance à noter ce qu'il va falloir faire, mais de se coucher avec c'est même pas une visualisation, c'est vraiment une analyse positive de voilà ce que j'ai réussi à faire aussi bien dans le pro, mais aussi j'ai réussi à faire cette pause. J'ai réussi à pas revoir mes mails pour être toujours dans cette dynamique progressive et accepter aussi. On voudrait pas vous faire croire que hop, d'un coup de baguette magique, tout change, mais accepter, c'est un processus qui prend du temps. Oui, ça va prendre du temps, c'est très clair. Qui prend du temps, mais qui est bénéfique. Et qui en vaut la peine. Et qui en vaut la peine. Je crois que ça sera le mot de la fin. Bon, on vous laisse méditer tout cela. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et Adeline, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, Déborah et Eric, pour cette conférence. Merci pour ce voyage. Je me sens apaisée et prête à être au mois de septembre. Et c'est un beau voyage. Donc, nous allons clore cette rencontre. Merci à tous pour votre participation et les échanges. Et on va vous envoyer aussi un questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous d'avoir votre avis et de pouvoir en fait améliorer aussi, de récolter vos avis pour la suite. Il y a un lien d'inscription aussi pour les prochaines conférences qui sera disponible dans le fil de discussion. Et vous avez également en fait dans la touche apps en fait une liste de fiches conseils en lien avec la thématique. Donc n'hésitez pas. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et avec sérénité. Bon week-end à tous. Bon week-end, au revoir.